Je vais essayer d'aller rapidement parce que c'est bientôt l'heure du repas, on est en préprandial. Et donc, c'est de refaire 2 points. La mise au point sur les diverticulites qui datait de 2006 et donc réactualisée, donc c'est la version de novembre, mais publiée en 2018. Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a des points qui vont être intéressants à discuter. Ils ont été clairs, mais on va revoir parce que ce n'est pas aussi simple en médecine générale, mais effectivement, les données de la littérature confirment que c'est insuffisant, la clinique seule, pour poser le diagnostic. Donc les éléments d'orientation, d'accord, une CRP élevée et des globules blancs élevés, mais c'est là tout le problème, c'est que le meilleur moyen de confirmer le diagnostic, eh bien, ça va être le scan abdominopelvien et si possible avec injection. L'injection n'est pas tellement pour le diagnostic de diverticulite, mais pour éventuellement les autres diagnostics et la complication. Et puis vous voyez, c'est le score de INSEE qui, évitablement, est assez simple quand on a le scan, mais sinon, si on n'a pas de scan, c'est pas si simple. Et vous voyez aussi, c'est que globalement, et dans la littérature, c'est pas toujours bien clair, mais entre le stade 1A et 1B, globalement, quand il y a un abcès ou une péritonite, on est automatiquement dans une diverticulite compliquée, et sinon, on est dans une diverticulite non compliquée. Mais vous allez voir, c'est pas toujours aussi simple. Alors là, le résumé, bon, on est d'accord, hein, le patient ne va pas bien, on a compris, c'est pour l'hôpital. Si par contre il n'a pas des signes de gravité, eh bien entendu il y a le bilan aussi avec la créatinine et l'ANF. Et donc si ce n'est pas évident, il n'y a pas un gros syndrome inflammatoire, peut-être voir pour un autre diagnostic. Sinon, eh bien, c'est le scanner et en fonction de ça, il va classer en diverticulite compliquée et hop, on est reparti pour l'hospitalisation et un avis chirurgical. Sinon, c'est le traitement médical. Et c'est là le problème aussi qui va poser problème, je pense, et notamment en médecine générale. Eh bien voilà, si donc le patient va pas si mal, c'est-à-dire il n'y a pas de sepsis obstructive, donc c'est le fameux score Quick-SOFA, hein, donc vous avez ici hein, la pression systolique qui est inférieure à 100, la fréquence respiratoire supérieure à 22 ou une confusion. Et donc, si on n'a pas un score ASA 3 que vous avez ici, ou pas d'immunodépression, bien il est recommandé cette fois-ci de ne pas proposer d'antibiothérapie et de faire uniquement un traitement symptomatique avec une alimentation qui ne doit pas être restrictive si le patient la supporte. Alors, ce que nous, on a rajouté qui n'était pas dans le document, c'est que quand même une surveillance avec une réévaluation à J2, J3 et à J7. Et donc là, quoi faire? Bien, si l'évolution n'est pas favorable à 48 heures, on a compris, parce qu'il faudra faire un scan, puisque effectivement, quand c'est non compliqué, le scan peut se faire dans les 48 à 72 heures. Donc là, il faut vite le faire et demander l'avis au collègue chirurgien. Et si par contre il n'y a pas d'aggravation, au nouveau scan, ou au scan qu'on a fait, à ce moment-là, on mettra. Et là aussi, tout le monde n'était pas d'accord dans les relecteurs, qui était de faire amoxicillin, et donc en moyenne, donc 1 gramme x 3 par jour, Perros si le patient est stable, ou sinon en IV, puis l'allergie, c'est de nouveau Cipro plus métronidazole. Par contre là, tout le monde est d'accord pour dire une durée de 7 jours. Bien entendu, si on est dans les formes sévères, on rejoint les diverticulites compliquées. Alors, je ne vais pas trop insister, faute de temps, mais voilà, il s'était basé notamment sur des études, une en 2012 et une en 2017, et récemment, il y a 2 autres papiers qui ont été publiés en 2018. Et c'est intéressant que l'éditorial disait « Oui, c'est intéressant de ne pas mettre d'antibiothérapie, les études semblent démontrer, mais ça ne va pas être si simple en médecine générale puisqu'il vous faut automatiquement un scanner. » Et donc, vous voyez que la première, c'était une étude de supériorité. Ils n'ont pas montré de supériorité versus donc l'absence d'antibiotiques ou un traitement antibiotique. En tout cas, il n'y avait pas de supériorité pour un traitement avec antibiotiques. Et l'autre étude, un peu plus récente, même chose. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que le premier épisode de diverticulite non compliqué, vous voyez, c'est pour ça que le 1B, on est un peu embêté, parce que dans 90% des cas, c'était en 1A. Donc, on est sûr que 1A, c'est une non compliquée. Le 1B, ça se discute un peu plus. Et là aussi, le traitement sans antibiotiques n'était pas inférieur, donc pour le stade 1A. Alors là, la diverticulite compliquée, c'est logique, c'est plus compliqué, et donc automatiquement on est d'accord, c'est pas bien, c'est grave, et donc c'est automatiquement pour le chirurgien. Si par contre
bien entendu, dès que c'est compliqué, c'est une hospitalisation, un avis chirurgical. Par contre, si on n'est pas en signe de péritonite clinique ou de sepsis, et donc ça va dépendre du scanner qu'on fera là tout de suite à l'entrée, on peut faire un traitement médical et puis on va regarder est-ce qu'il y a une présence d'abcès. S'il n'y a pas, on fera une antibiothérapie. S'il y a un abcès, qu'il est plus de 3 cm, on va essayer de drainer. Et s'il est moins de 3 cm, on refait une antibiothérapie. Si le drainage est en échec, on pourrait essayer l'antibiothérapie. Et de nouveau, si l'évolution est mauvaise, on retourne à la case du chirurgien. Alors la thérapeutique, là, on est un peu plus d'accord puisqu'on retrouve ce qui avait été proposé en moyenne, grosso modo, infection digestive, c'est C3G plus le métronidazole. Et là, que ce soit un stade 1, B, 2 ou le stade 3 ou 4, donc forme abcédée ou forme perforée, c'est céfotaxine plus métronidazole. Et en cas d'allergie, on n'a pas choisi la Cipro, mais plutôt la Levoflow, puisqu'il fallait avoir les entérobactéries et aussi les anaérobies, mais ne pas oublier les streptocoques. Et donc, c'est pour ça que ça avait été proposé. Levoflow, Janta, métronidazole, et probablement que c'est plus que sur le poids idéal. C'est le poids ajusté qu'il faut faire, comme l'a dit Aurélien, mais simplement ne pas faire une dose de poids comme ça. Alors là, c'est un petit peu embêtant et ça m'a beaucoup embêté parce que je trouve ça dommage quand on réunit au niveau de la Haute Autorité de Santé comme des experts que c'est vrai qu'il y avait une absence de littérature pour dire quelle est la durée, mais ils avaient réuni des experts, il serait été bien de se prononcer. Donc on a regardé un petit peu la littérature, et c'est vrai que ce n'est pas clair, et c'est une proposition qui a été faite au niveau de la région. S'il n'y a pas de geste chirurgical, on restait aux alentours de 10 jours. Par contre, s'il y avait un drainage de l'abcès ou une chirurgie efficace, 4 jours pouvaient suffire. Ça, on pourra en rediscuter si vous voulez. Et donc, la surveillance, et là aussi, je crois que c'est très important, surtout si on ne met pas d'antibiothérapie, même si on en met, une réévaluation à 48-72 heures, et puis après, une fois par semaine jusqu'à la résolution des symptômes. Donc, je vous rappelle que la résolution du syndrome inflammatoire est marquée par la diminution des douleurs abdominales et de la sensibilité en 3 à 5 jours. Si tout va bien, il n'y a pas besoin de faire un bilan biologique ni de faire un contrôle de scan systématique. La coloscopie, faut-il la faire? Mais dans les formes compliquées, non. Donc au décours, après 6 à 8 semaines, sauf bien entendu si on a une suspicion et qu'il fallait rechercher un néo sous-jacent. Par contre, dans les diverticulites compliquées, oui. Par contre, là, les études ont été claires. Pas besoin de régime alimentaire particulier, ni de probiotiques, du moins en tout cas ceux qu'on a pour l'instant, pour la prévention des récidives. Et puis il peut aller au cinéma et il peut très bien manger les cacahuètes et le popcorn. Donc ce qui a un petit peu changé par rapport à 2006, maintenant c'est l'imagerie systématique et idéalement c'est un scanner. Alors il y a une étude intéressante quand même parce que c'est sûr c'est pas toujours évident. Donc dans les situations où il n'y a pas disponibilité du scanner, à ce moment-là, on peut faire l'écho. Et ce que certains auteurs ont proposé, c'est qu'en premier, on ferait l'écho. Et si l'écho est douteuse ou qu'il n'y a pas, il faut automatiquement aller au scanner. Donc la diverticulite simple, on essaierait 1 gramme d'antibiotiques, c'est toujours une pression de moins, et donc l'éviter. Pas de coloscopie systématique et moins d'indications chirurgicales prophylactiques. Faute de temps, j'ai enlevé la dia, mais vous l'aurez dans le document final. Et donc on arrive au deuxième point, et merci Aurélien, parce que je ne comptais pas parler justement de la femme enceinte, puisque c'était juste l'actualité, et donc ça n'avait pas bougé pour la femme enceinte, donc c'est bien, merci. Et donc voilà, la terminologie, je trouve que c'est un détail, on ne dit plus aigu pour la cystite ou pour la pyélonéphrite. Vous voyez que simplement, donc, les facteurs de risque de complications, ils n'ont pas bougé, les facteurs de risque de BLC, ils n'ont pas bougé. Par contre, les éléments de gravité, on a repris donc le fameux quick SOFA et donc les gestes urologiques qui n'ont pas bougé. Donc vous les avez ici, s'il y a au moins 2, on évoquera un sepsis. Alors ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour la cystite, ils ont rajouté, n'oubliez pas que si c'est négatif, faire le diagnostic différentiel. La phosphomycine en première intention, c'est parfait. Le pivmucinam en deuxième intention pendant 5 jours, c'est parfait. Et là, ça m'a fait plaisir parce que cette fois-ci, enfin, alors qu'en 2014-2015, ils traînaient encore les fluoroquinolones, alors que dans d'autres régions, depuis 2008, on disait pas de fluoroquinolones. Et dans les cystites simples, pensez à nos enfants et petits-enfants, parce qu'ils pourraient nous reprocher que maintenant on est aux manettes et qu'on n'a rien fait, qu'on risque de leur donner quand même l'avenir qui ne sera pas très rose sur l'antibiorésistance.
Et donc, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est vrai que la nitrofurantoïne, d'accord, pas au long cours, tu l'as bien dit, mais c'est quand même intéressant. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est recommandé de ne pas l'utiliser ou de la limiter pour les effets indésirables rares, mais qui peuvent être graves, on le sait. Par contre, une étude toute récente qui est parue dans CMI, qui confirme les cas égologiques des fluoroquinolones, puisque c'était avant-après, et après avoir traité, on multipliait par 2 les entérobactéries Cipro-R avec une transmission familiale. Donc ça, c'est intéressant. En France, on ne se lave pas encore très bien les mains. Et en tout cas, alors que la nitrofurantoïne n'avait pas d'impact, et ça on le sait. Donc je vous rappelle que phosphopyméthylinam et nitrofurantoïne sont comme les antibiotiques qui donnent le moins d'impact. Donc il ne faut peut-être pas jeter complètement le bébé malgré tout. Et donc là aussi, la petite modification qui a faite, il y a une différence, et la seule chose ça que je voulais vous présenter aussi, entre les recommandations et ce qu'on va proposer au niveau régional, qui donc peut se discuter, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est surtout ça, bien entendu, c'est que la phosphomycine, elle était en 6e position sur avis d'experts parce qu'on manquait d'études. Et donc maintenant, c'est vrai, et nous, dans la région, on avait fait une étude en montrant que ça ne marchait pas si mal, et donc on a une accumulation de données, c'est plus avis d'experts, il est passé de la 6e à la 4e place, donc c'est quand même pas mal. Abandon aussi, enfin, des fluoroquinolones et des C3G, notamment des C3G orales, c'est écologiquement incorrect, et ça on le sait, et il y a un surrisque de résistance. Alors voilà, ce qui moi m'embête un petit peu, c'est qu'il propose en première intention la nitrofurantoïne et en deuxième choix la phosphomycine. Et donc vous savez qu'il est proposé donc, dans les cystites à risque de complications. C'est très bien que ce n'est pas qu'un cystite simple, on n'a pas qu'un dans le CBU, si on le faisait, on n'aurait pas qu'un Escherichia coli, on peut avoir d'autres germes, il y a encore des Escherichia coli mais qui diminuent. Et donc comme on peut avoir d'autres germes, y compris des BLSE parfois, il est proposé donc de faire une CBU et d'attendre, sauf dans les situations particulières d'immunodéprimés ou si on a un long week-end ou éventuellement on sait que le patient il est fragile, on peut commencer, mais si on fait la phosphomycine qui est en deuxième choix, si après on avait commencé, on se retrouvait là avec amox, pyméthylinam ou nitrofurantoïne pendant 7 jours. Donc ce qu'on propose nous, mais c'est discutable, hein, dans la région, eh bien voilà, on se dit, mais au fait, nous, on propose en première intention la phosphomycine. On avait l'expérience dans certains centres, on a fait notamment une étude au niveau du centre de Tilleroy, et on avait démontré que ça marchait bien. Et donc, dans ces cas-là, on se demande, j'aurais dû mettre un point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment utile le traitement d'odiférie? Je vous rappelle quand même que les recommandations de la SPILF, qu'elles sont super, c'est quand même pour les infections urinaires communautaires. Et dès qu'on se trouve en EHPAD, on est un petit peu dans les deux, si on peut dire. Et donc, on s'était dit, mais dans ces cas-là, ce n'est pas toujours évident d'attendre. Et de toute façon, comme on choisit la phosphomycine, on fait bien le CBU, et puis on commence par phosphomycine. Et là aussi, la petite différence, c'est qu'on s'était rendu compte, notamment dans des études à propos de centaines de cas, eh bien que la dose à J5 n'était pas toujours nécessairement faite. Par contre, si vous avez un EBLSE, il faut automatiquement faire le J5. Et puis on a mis le pyméthylinam en 2, avec bien entendu une dose en x3 en première intention, puisqu'on sait que pour les BLSE, ce n'est pas 400 x 2, mais plutôt 400 x 3. Et puis on a mis en troisième position donc, le delprime, hein, qui est revenu, et donc qui est 300 mg une fois par jour, ou si on ne l'a pas, donc le Bactrim. Et on a descendu un petit peu la nitrofurantoïne, et un petit peu juste, parce que la phospho marche très bien sur l'entérocoque aussi, mais on a laissé la place de l'amoxicilline là, parce que quand même 7 jours, c'est quand même plus, on avait plus de chances d'avoir une observance. Mais voilà, ça peut se discuter. Et donc, les pyélonéphrites sans signe de gravité, si vous voulez, c'est là aussi, on a une petite différence. Et donc, je vous rappelle que c'est communautaire et que dans les institutions, on n'est plus tout à fait en communautaire. Donc, on peut proposer donc Cipro-Levoflow s'il n'y a pas eu de fluoroquinolone dans les 6 mois. Et par contre, c'est intéressant, donc c'était l'abandon de l'Oflow, et c'était surtout ça l'intérêt, parce qu'effectivement, donc je vous rappelle aussi que pour la cystite simple, on peut alors probabiliser si le taux de résistance ne dépasse pas 20%, mais dans tous les autres cas, ça ne dépassant pas 10%. Et donc là, ça y est, l'Oflow a dépassé les 10%, dont les recommandations de la SPIL sont de ne pas utiliser l'Oflow. Et effectivement, grâce au réseau OSCAR, on a regardé un petit peu ce qui est intéressant donc, envers les établissements de santé.
les établissements d'EMS qui sont donc ici, en jaune la ville, et puis global. Donc là, ce sont des données toutes récentes de 2017, et effectivement, on retrouve pour la ciprofloxacine, eh bien aussi, on est pile aux alentours de 10%, et effectivement, on a perdu aussi au niveau de l'eau-flow. Alors ne vous intéressez pas trop à la Livoflow parce qu'il y avait un nombre moins important de bactéries et donc c'était biaisé. Et donc on se dit que peut-être, effectivement, dans notre région aussi, l'eau-flow, en tout cas peut-être pas, en probabilis. Et donc, juste pour voir un petit peu ce qui est proposé, mais qui est plus une démarche à la fois de la ville, mais surtout plus pour les services d'urgence, et en tout cas au niveau des EHPAD et des institutions. On propose donc les pyélonéphrites sans signe de gravité, parce que c'est sûr, s'il y a la gravité, on rajoutera la micacine, et à bonne dose, de préférence, au poids ajusté plutôt qu'au poids idéal. Et donc, sans facteur de risque de complication ou sans risque de BMR si on a avec facteur de risque de complication, simplement parce que sans facteur de risque, on fait simplement la BU, le CBU, et pas nécessairement d'imagerie tout de suite, sauf si c'est récidivant ou si c'est hyperalgique. Et là aussi, pour des raisons de pression de sélection, Pascal l'a bien dit, on utilisera plutôt le Cefotax. Et donc, pendant 48-72 heures, l'allergie, ce sera l'astréonam, sauf, on l'a bien dit, s'il y a une allergie à ceftazidime, mais bon. Et puis, simplement, on a remis, donc si jamais on est plutôt aux urgences, si on a une pyélonéphrite simple et qu'il n'y a pas de fluoroquinolone, maintenant, c'est la ciprofloxacine qu'il faudra choisir. C'est la même chose, donc le facteur de risque de complication, on l'a divisé en deux parce que le bilan, on ira un petit peu plus loin, mais sans risque de BMR, on revient à la même situation, donc une C3G. Par contre, on a rajouté pour notamment les institutions un certain nombre de patients qui sont à risque de BMR ou d'entérocoque. Eh bien, à ce moment-là, on propose piptazo, et donc c'est 4 grammes en perfusion de 4 heures, puisqu'on peut avoir des germes plus résistants, 4 fois par jour. L'allergie, c'est l'astréonam avec la micacine. C'est la dernière DIA, je vous rassure. Et donc, dès la réception de ces BU, on a aussi un petit peu changé, parce qu'effectivement, j'ai un peu de mal, moi, pour amoxicillin. Et donc, on s'était dit aussi, si on doit protéger, peut-être qu'on a un petit peu, parce qu'on a commencé très tôt à protéger les quinolones, mais on se dit, pourquoi pas. Bon, après, on nous a démontré à juste titre que des Lyell, c'est dramatique, et que le cotrimoxazole peut en donner. Mais voilà, on proposait le cotrimoxazole en premier. Donc, si c'est sensible à l'eau-flow, pourquoi pas, ou la ciprofloxacine. En cas d'entérocoque, eh bien, c'était soit l'amox, l'allergie, c'était l'Avanco. Et puis là, c'est le gros débat aussi. Vous savez que tout le monde n'est pas d'accord, mais ça vaut peut-être la peine quand même de tester la Livoflow. Et puis le linezolib, oui, mais bon, quand même si c'est très rare, une acidose lactique, ça peut quand même tuer aussi. Donc on est toujours un peu frileux. Mais bon, voilà. Et puis la durée, on est d'accord, c'est 10 jours dans les deux cas, sauf si on a traité par fluoroquinolone ou C3G, c'est 7 jours. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.